On n'a pas peur du tonnerre, on peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi. Alors oui, sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que le docteur Ikemi Serge, par son initiative, nous permet de répondre à 3 besoins vitaux. Je répète, vitaux. 1. Le besoin d'appartenir à un groupe. Le groupe qu'aujourd'hui nous représentons. 2. Le besoin d'estime. Par l'échange de nos réflexions, nos idées et nos débats. 3. Enfin, le besoin de réalisation. Oui. Représenté par l'aspiration intrinsèque de voir un jour se réaliser en action concrète nos réflexions d'aujourd'hui. Alors, après avoir souligné l'importance du Café des Savoirs, il faut dire que c'est aujourd'hui, maintenant, que les penseurs de notre ère, les esprits de notre société et les acteurs de notre pays doivent être. Laissez-moi donc vous présenter le thème et le déroulement de la causerie débat de ce jour. L'approche genre, historicité et avenir en thème. Au nom du comité scientifique du cercle de réflexion Le Café du Savoir, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de débat que nous appelons affectueusement le rendez-vous du bon sens et de la connaissance, le Café du Savoir. Est-il besoin de vous rappeler l'événement qui nous réunit ce jour? Eh bien, comme vous le savez, les acteurs, pour ne pas dire les actrices, ça sera les dames. Nous voulons faire honneur aux dames, à nos mamans. Dans quelques jours va arriver le mois et le 8 mars, fête de la femme. Cependant, nous sommes persuadés qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, même moi-même, quand et comment est apparue la célébration de la fête de la femme. Quels étaient les précurseurs de cette initiative? Quelles sont les différentes visions de l'approche ou de la problématique genre? À titre d'anecdote, chers amis, quand j'ai eu Madame Mamou Aimé Niali, elle sort tout droit de Pointe-Noire, c'était difficile parce qu'on gérait tout avec elle au téléphone. Et elle ne savait pas qui était au bout du fil. Et il fallait trouver l'angle par lequel elle devait faire son intervention. Et dans la causerie, je lui ai dit, non maman, vous êtes première femme bachelière du Congo. Vous êtes parmi les premières femmes députées du Congo. À 2 reprises, vous avez été ministre donc, dans la République du Congo. Donc vous avez roulé votre bosse et vous avez une petite expérience à partager aux jeunes dames. Et donc nous avons besoin de votre expérience, maman. Elle dit, tiens, s'il y a quelque chose à dire aux jeunes filles, il est vrai que je ne suis pas mariée, mais je dirais quand même que pour réussir tout ce qu'on a fait comme parcours, il faut quand même avoir un partenaire qui t'accompagne. Hein? Il faut quand même avoir un partenaire qui t'accompagne. Puisse-t-il un ami, un mari ou un fiancé, mais qui vous accompagne et qui vous appuie dans cette action. J'ai dit, maman, vite fait, j'ai sauté sur ça, j'ai dit, ça nous intéresse de partager cet avis-là avec les jeunes dames. Je voudrais en premier lieu remercier les responsables du Café du Savoir pour m'avoir fait l'honneur d'assurer la modération de la conférence d'aujourd'hui qui porte sur un thème très important
Et quand j'ai dit à mes chefs que je ne pourrais pas être là parce qu'aujourd'hui à l'université c'est la journée de salubrité et tout le monde est en train de travailler, j'ai dit je ne peux pas venir. J'assure la modération sur le thème. On dit, ah, ça nous aurait étonné que vous n'y soyez pas. Mais en fait, je prends ça de bon cœur parce que ça montre que la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés, nos aînés et mes amis de ma génération, les jeunes qui sont après, qui nous viennent après nous, bah, cette lutte a enregistré des avancées et on ne croise pas les bras, on continue. On continue. Le flambeau, nous le transmettons de génération en génération et donc c'est pour cela que je m'en vais remercier très sincèrement mon jeune collègue Serge Ikeni pour avoir eu cette idée. Je suis Virginie Dessabeka, actuellement chargée des enseignements, comme elle a souligné, à l'université Marien-Gwabi. Donc je compléterai simplement le propos de Madame Diendinga en rajoutant que je suis internationaliste de formation. Donc mon travail, c'est de comparer les systèmes juridiques et je suis également la secrétaire générale de l'Association des femmes juristes du Congo. Donc voilà pour l'essentiel ce qu'il y a à dire sur Virginie Dessabeka, et j'oubliais que je suis aussi secrétaire du Forum des femmes de la région des Grands Lacs, section Congo. Je vais d'abord commencer par une définition du concept. Le mot genre est la traduction du mot anglais gender, G-E-N-D-E-R. Ce terme, il est apparu pour la première fois dans la littérature féministe, notamment à l'année 1972, dans un ouvrage d'Anne Oakley, qui est une sociologue anglaise. Et cette expression s'est progressivement répandue à partir des années 80. Alors, qu'est-ce que c'est que le genre ? Alors, le genre se propose de faire la distinction entre la dimension biologique, le sexe, et la dimension culturelle, le genre. Cette notion permet de mettre en évidence le fait que les rôles féminins et masculins ne sont pas déterminés à la naissance et ne sont pas voués à ne jamais changer. Je m'explique. Vous entendrez souvent, et certains d'entre nous ont lu ces phrases, les femmes doivent s'occuper des tâches ménagères et des enfants, la politique ou la direction des entreprises sont des domaines réservés aux hommes, etc. Le genre privilégie les relations entre les hommes et les femmes, étant donné que l'on ne peut définir les uns que par rapport aux autres. L'histoire du genre, dans le contexte international, cette proclamation est réaffirmée par l'Assemblée générale des Nations unies lors de la proclamation à Paris, le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La matérialisation de cet engagement de la communauté internationale est concrétisée notamment par la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1967, la proclamation de l'année 1975 comme étant l'année internationale de la femme, la proclamation à la suite de la réunion de Mexico de la décennie des Nations Unies 1976-1985 pour la femme axée sur l'égalité, le développement et la paix, l'adoption en 1979 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la CEDEF. Le 8 mars 1977, l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution enjoignant ses pays membres à célébrer la Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale, que nous appelons depuis Journée internationale de la femme et que nous apprêtons à célébrer dans les semaines qui suivent. Les défis actuels de développement et les enjeux derrière la mondialisation ont conduit beaucoup de chercheurs, pour la grande partie d'entre eux, ou plutôt d'entre elles, c'était des féministes,
qui ont questionné les programmes et les stratégies existants, non seulement pour faire entendre la voix des femmes, donc pour les questions de participation, mais aussi pour rechercher une équité et une justice sociale à l'échelle planétaire. Et c'est ainsi que l'approche genre est devenue un outil au service du développement. Et aujourd'hui également, il est de plus en plus démontré que sans une prise de conscience réelle de la nécessité de résoudre les inégalités de genre, sans prise en compte réelle des besoins différenciés des hommes et des femmes dans les politiques de développement, tous les efforts consentis seront vains dans le long terme. Et il faudrait quand même qu'on reconnaisse la place grandissante de l'approche genre et donc les avancées qui sont en train d'être faites au niveau mondial et au niveau national. Déjà par la diversité et le nombre croissant des ouvrages existants sur la thématique. En 1995, le PNUD a sorti un rapport mondial sur l'égalité des sexes qui a été vraiment une innovation dans ce sens qu'il a présenté pour la première fois. Il essaie de prendre en compte les inégalités de genre en définissant l'indicateur sexo-spécifique de développement humain, l'ISDH, et l'indicateur de participation des femmes, IPF. Donc on assiste à la création des programmes universitaires de formation de 3e cycle sur le genre. Par exemple, à l'université de Makerere en Ouganda, où c'est la première fois qu'on a une formation, un cycle master en économie et genre. Également, cette année, à l'université Marien Ngouabi, nous avons le master population et développement qui a des modules spécifiquement sur le genre. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est nouveau. Il y a eu des centres d'information et de formation sur le genre au Canada, aux États-Unis, là au Sénégal avec l'IDEP. Alors, une petite correction cependant, je ne suis pas la première bachelière du Congo, c'est Madame Hélène Boutou qui est la première bachelière. Moi, je suis la première bachelière du lycée Savonian de Brazza, où à l'époque, toute l'AF venait passer le baccalauréat, que ce soit les Gabonais, les Tchadiens, les Centrafricains, tout ce monde-là passait le bac à Brazzaville. Et je suis la première femme à avoir donc passé le bac au lycée Savonian de Brazza, ici, donc la première de l'AEF en fait. Alors, ce qu'il y a d'atypique aussi dans mon parcours, c'est que j'ai été très encadrée par mon père notamment, mais en même temps très libre. Alors, qu'est-ce que j'appelle encadré? Mon père veillait à tout dans le moindre détail. Moi, je suis allée à l'école, je savais déjà lire, je savais écrire et je parlais couramment le français. Bon, donc, c'est une avance que j'ai gardée. Alors, là aussi, en 1947, il n'y avait pas beaucoup de filles dans le secondaire et il y en avait encore moins qui allaient en France. Nous sommes allés en France, ma soeur et moi. Mon père nous a mis un point d'honneur à nous envoyer faire des études en France. Et nous sommes pratiquement les seules filles du Congo. Les autres filles que je connaisse qui ont fait des études en France, c'est Madame Boutou, justement, Hélène Boutou, et Madame Bayeul, Bernadette Bayeul, qui, elles, ont été envoyées par Madame Vianne, qui à l'époque était à l'Union française. Les femmes de l'Union française, qui faisaient partie des femmes de l'Union française. Et c'est elle qui a envoyé les premières filles congolaises en France, que sont Madame Boutou et Madame Bayeul. Moi, je suis allée pour le compte de mon père. On n'a pas eu de bourse, contrairement à ce qui se dit. Nous n'avons pas eu de bourse. Alors ça aussi, c'est exceptionnel. Que des parents se saignent pour envoyer des filles en France en 1947, je crois que ça aussi, ça n'est pas courant. Bon. Alors, donc, à côté de ça, j'ai eu une enfance et une adolescence extrêmement libre. J'avais un frère qui était de 4 ans, mon cadet, mais qui avait des jeux de garçons. Il jouait au cerceau, et moi aussi je jouais au cerceau. Il grimpait aux arbres, je grimpais aux arbres. Et jamais, à aucun moment, ni mon père ni ma mère ne m'ont dit « ne fais pas ça, ça n'est pas des jeux de filles ». Moi, j'ai été élevée vraiment très librement. Je jouais avec les garçons, je faisais la même chose que les garçons, et jamais on ne me l'a fait remarquer. Quand je dis que c'est un parcours atypique, parce que j'ai eu une chance inouïe d'avoir des parents que j'ai eus, qui m'ont facilité toutes les choses. Et après, évidemment, ça m'a ouvert la voie
à tout ce qu'une femme pouvait désirer à l'époque. Bon, ce qui fait que moi j'ai échappé à ce que cette espèce de déterminisme qu'on trouve dans Simone de Beauvoir, où elle dit que l'évolution de la femme est conditionnée par 3 facteurs: la société dans laquelle elle vit, l'éducation